président de la République a quitté Abidjan ce matin pour Yaoundé au Cameroun. Il doit assister à la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre la piraterie maritime. 27 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Centre prennent part au sommet. À partir du 2 juillet, le chef de l'État sera dans la région des Savanes pour une visite d'État. Les populations attendent beaucoup de cette visite, notamment au niveau des infrastructures routières, sanitaires et scolaires. Ouverture hier à Yamoussoukro de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby. 6 pays prennent part à cet important rendez-vous de la balle ovale. La Côte d'Ivoire a gagné hier la Zambie 77-3. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Le président de la République a quitté Abidjan tôt ce matin pour Yaoundé au Cameroun. Il doit assister à la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre la piraterie maritime et les vols à main armée dans le golfe de Guinée. 27 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Centre prennent part au sommet qui a lieu aujourd'hui et demain dans la capitale camerounaise. Après la conférence, le président de la République rencontrera demain la communauté ivoirienne. Les enjeux de la rencontre de Yaoundé sont importants. Ces derniers temps, les actes de piraterie se sont multipliés dans les eaux territoriales de plusieurs États du Golfe de Guinée. En 2012, au moins 98 actes ont été dénombrés. Les enjeux de la rencontre avec Jérôme Kofi Abolin. Tous contre la piraterie récurrente depuis quelque temps dans le golfe de Guinée. Cette assertion, comme le cri de guerre des pays ayant en partage cette façade maritime qui ne peuvent que s'activer pour ne pas rester les bras croisés face à une situation pareille. Par conséquent, le sommet de Yaoundé qui s'ouvre ce lundi 24 juin 2013 dans la capitale camerounaise avec l'objectif de prendre ce problème à bras le corps compte énormément. Un sommet qui, on peut le dire, est d'une importance capitale pour la Côte d'Ivoire, aussi concernée par ce problème. De cette rencontre, effectivement, sera décidé de ce qui sera fait de façon commune dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. Parce que, quoi qu'on dise, la piraterie maritime, de façon indirecte, a également des incidences sur le quotidien. Parce que autant les amateurs prennent toutes les précautions, autant effectivement les assureurs montent les enchères. Et une fois que l'assureur monte l'enchère également, l'amateur le fait répercuter sur les produits qui sont déchargés à nos ports. Donc de façon générale, au plan social, au plan économique, la rencontre a un intérêt réel pour notre pays. Et je pense qu'effectivement, la présence du président de la République s'explique. La Côte d'Ivoire, qui en tant que pays participant, n'entend pas se rendre à Yaoundé sans faire des propositions concrètes quant aux mesures sécuritaires communes à adopter au cours de cette rencontre. C'est donc pour représenter la Côte d'Ivoire au plus haut niveau que le président ivoirien Alassane Ouattara est attendu ce lundi dans la capitale camerounaise. Le chef de l'État ivoirien, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, et les représentants, notamment ceux de la CEEAC, entendez Communauté économique des États de l'Afrique centrale, vont pendant 2 jours, les 24 et 25 juin 2013, examiner ensemble cette question de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée afin d'y apporter des solutions idoines à tout jamais. Le 2 juillet, le chef de l'État sera dans la région des Savanes pour une visite d'État. Le département de Bondiali, qui regroupe plusieurs sous-préfectures, s'organise pour vivre ce grand événement. Les populations, bien évidemment, attendent beaucoup de la visite du président de la République, notamment au niveau des infrastructures routières, sanitaires et scolaires. On en parle avec Eugène Toubé. À la vérité, les femmes de Bondiali, les jeunes et l'ensemble des populations placent toute leur espérance en la nouvelle équipe municipale. Ils attendent de voir la matérialisation des promesses de campagne. Populations citadines et rurales comme celle du village de Nondara, à 3 km de Bondiali, expriment la même attente. On demandera par exemple au maire de nous fournir de l'eau potable pour une population qui compte pratiquement 2000 habitants. Ici, vous avez 7 quartiers. Et je vous assure que la seule pompe que nous avons est programmée de sorte que chaque quartier a un jour pour aller puiser de l'eau. Et c'est comme ça que ça tourne depuis des années. À quelques 200 mètres du village, voilà la station d'eau. À quelques 300 mètres du village, voilà qu'on appelle la porte de CEE. Bon, nous-mêmes, on ne comprend plus rien. L'État ivoirien nous avait oubliés. Nous-mêmes, on ne sait pas si nous, on est ivoirien ou pas. On se demande. Même simple, nous, ne peut pas venir dormir au village ici. Moi, je leur donne raison. Voici Tambogo Samagoso, autre village de la commune de Bondiali. Dans cette contrée accessible par voie bitumée, tout respire la misère et l'amertume. Et pourtant,
Ce village abrite le poste haute tension, l'alimentation de tout le département de Boundiali jusqu'à Kouto en électricité. Autre paradoxe, il est traversé par le fleuve Bagoué à partir duquel Boundiali est servi en eau potable. La question de l'eau et de l'électricité à Boundiali, des réalités drues et sèches sur lesquelles le maire est attendu. Réalités qui constituent également les préoccupations des populations qu'elles vont soumettre au président de la République lors de sa visite. Les défis qui se posent à nous, c'est des défis qui ne peuvent pas forcément trouver leur solution au niveau local. C'est des solutions qui ne peuvent pas être trouvées forcément au niveau national. J'ai la chance de voyager beaucoup. Je dis que c'est une chance pour notre population. On essaiera de mettre cela à profit pour apporter tout ce qui peut aider nos populations à sortir de la pauvreté. Le sentiment que donnent les populations à la veille de l'arrivée du président de la République dans la région de la Bagoué est celui d'attentes trompées, chose compréhensible au regard de l'énormité des besoins dans cette région à tous les niveaux du développement. Et à Kasséré, toujours dans le département de Boundiali, il y a longtemps que l'harmonie ne régnait plus pour cause de division entre les cadres et les autorités traditionnelles. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président de la République, les divisions se sont tues ou sont en train d'être réglées. Et Kasséré compte bien tirer profit de cette visite du président de la République. Regardez. Le balafon de Kasséré et sa rythmique a nul autre pareil si ce n'est dans le canton Pongala. La danse des femmes, impressionnante par l'énergie que celle-ci déploie et leur maîtrise du tambour. Déjà un aperçu de ce que les populations de la sous-préfecture de Kasséré réservent comme accueil au président de la République. Il y a autant d'hommes que de différents. Mais j'ai demandé que pour l'occasion, nous taisions nos petits problèmes internes pour que l'accueil du président de la République se fasse à la hauteur de la personnalité qu'il est. Les charges qu'il assume. Et que plus tard, nous saurons en temps opportun régler nos problèmes, nos différends. Cette assurance que donne le préfet de Boundiali, préfet de la région de la Bagoué, tient de la mise à mort des divisions nées des guerres de leadership, les guéguerres entre cadres et entre autorités coutumières pour le poste de chef du canton. L'installation du maire de Kasséré a été le moment choisi pour sceller la paix retrouvée. Kasséré veut ainsi accueillir le président de la République sur des accents d'unité et de solidarité et lui exprimer tous les besoins de cette localité. Nous souhaiterons que le chef de l'État fasse tout possible, malgré son calendrier chargé, pour faire un tour à Kasséré. Le bitumage de l'axe Tarato, Niofouin, Kasséré, Kouto est une doléance pour nous. Et puis ensuite, Kasséré est beaucoup enclavé. Donc nous souhaitons que Kasséré puisse être aussi un département. La liste des besoins de Kasséré en termes de progrès et de développement ne tiendrait pas en un seul chapelet. Dans cette localité, tout est urgence. Les jeunes sont résignés, les femmes désabusées et les fonctionnaires ironisant sur leur présence à Kasséré disent de même qu'ils sont les oubliés de la République. La 38e conférence de la FAO a pris fin à Rome. Le ministre des Ressources halieutiques et des Ressources animales, Adjoumani Kobena, conduisait une délégation officielle ivoirienne. À ce sommet, il a par ailleurs échangé avec le directeur de la FAO, une rencontre qui a permis d'inscrire la Côte d'Ivoire sur différents projets dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, comme nous l'explique ici Hugues Hervé-Blé. Sur l'agenda du ministre des Ressources animales et halieutiques à Rome, plusieurs rencontres. 2 ont été consacrées aux instances dirigeantes de la FAO, notamment au directeur général adjoint chargé des pêches et de l'aquaculture, Arni Mathiesen. Avec lui, tout comme avec Graciano da Silva, le directeur général de l'institution, il a été question d'appui à la relance des activités des petites et moyennes entreprises du secteur de l'aquaculture, de mise en place de stratégies régionales de réduction des pertes post-électorales et de prise en compte de la Côte d'Ivoire dans les initiatives de l'Union européenne. Ces rencontres du ministre Kobena Kwasi Adjoumani ont permis d'inscrire la Côte d'Ivoire sur différents projets. Mais avec les orientations que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a données à chacun de ses ministres, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions produire beaucoup. Faire de l'élevage intensif pour être autosuffisant en protéines animales, nous ouvrir aussi à l'extérieur à travers,
par exemple la mise en place d'une politique aquacole pour ne plus dépendre de l'extérieur. Et nous avons parlé aussi de la riziculture qui aujourd'hui constitue un atout pour la Côte d'Ivoire parce que nous avons des terres propices pour faire donc du riz. La coopération dans le domaine des ressources animales et halieutiques, il en a aussi été question avec le ministre de l'Agriculture de l'Italie et la ministre capverdienne de l'Agriculture et du Développement rural. Au ministre Kwasi Adjoumani, qu'il a rencontré, le ministre français de l'Agriculture Stéphane Le Foll a exprimé la volonté de la France de s'appuyer sur la Côte d'Ivoire pour la réalisation de centres de stockage dans la sous-région ouest africaine en vue d'une utilisation durable des produits de l'agriculture et de la pêche. Ce lundi 24 juin débute une étude d'évaluation de l'impact négatif des 11 années de crise sur l'environnement. L'étude va porter sur l'écosystème côtier, la lagune, le littoral, les forêts et les aires protégées. Les experts environnementaux chargés de l'étude ont rencontré le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour expliquer le déroulement de cette évaluation qui va durer 14 jours. Un document de référence comprenant des recommandations sera remis au gouvernement ivoirien à la fin de l'étude. Et la Côte d'Ivoire disposera de données fiables pour exécuter librement sa politique environnementale. Plus de 198 milliards de francs CFA, c'est ce que perd l'État de Côte d'Ivoire avec le commerce frauduleux du bois. Seule l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux peut mettre fin à ce phénomène. Après 10 années de préparatifs, les négociations relatives à l'accord de partenariat volontaire ont commencé et on en parle avec Francis Boifo. Cette visite de terrain de la délégation de l'Union européenne et celle de la Côte d'Ivoire marque le démarrage effectif des négociations de l'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux APV FLECT. Selon le négociateur en chef de l'État de Côte d'Ivoire, les différentes rencontres organisées en partenariat avec l'Union européenne depuis l'adoption de l'accord il y a 10 ans s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des négociations. Les acteurs identifiés et la feuille de route adoptée restent la mise en œuvre des différents programmes devant aboutir à la signature de l'accord commercial bilatéral en 2017. 13 thématiques seront déroulées au cours de la session de négociation qui se décline en session technique et en session de négociation formelle. Les sessions formelles sont en quelque sorte des sessions de validation de tout ce qui a été dit au cours des sessions techniques entre les deux parties. Il est clair, nous avons une feuille de route interne à la Côte d'Ivoire qui va être déroulée par le comité technique de négociation. L'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, s'il est signé, permettra d'améliorer la gouvernance forestière de la Côte d'Ivoire et de lutter efficacement contre le commerce frauduleux du bois. Ce commerce, il faut le rappeler, a fait perdre à l'État ivoirien plus de 198 milliards de francs CFA à la date de février 2013, selon les responsables du ministère des Eaux et Forêts. La forêt, elle, est passée de 16 millions d'hectares dans les années 60 à moins de 3 millions aujourd'hui. La conseillère spéciale du président de la République, Jeanne Peumont, était dans les communes d'Abobo pour apporter du soulagement aux femmes. Elle leur a fait un important don de vivre et non-vivre, un geste bien apprécié par 6 femmes qui sont pour la plupart des victimes de la crise post-électorale. Stège Gongomin, Victorine Yaoyoboui. C'est avec les mains chargées de présents que Jeanne Peumont est venue rencontrer les femmes d'Abobo. Il s'agit pour la conseillère spéciale du chef de l'État d'exprimer son affection et la solidarité du président de la République, Alassane Ouattara, à ces braves femmes qui sont pour la plupart des victimes de la crise post-électorale. Elles ont reçu plus de 800 sacs de riz et de bidons d'huile, ainsi que des cuvettes. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me disais peut-être que ça pouvait être un petit truc, mais je me rends compte que j'ai un beau panier, plus un complet de pagne, un sac de riz, tout ça. Et donc je suis vraiment heureuse. Jeanne Peumont a saisi l'occasion pour exhorter les femmes à la cohésion sociale. Message bien perçu. Ça me va droit au cœur. Je suis pour la réconciliation. Moi, je vis dans une cour commune. On partage les douches, on partage les cuisines et on se donne des nourritures. Que ce soit Gula, Bété, Agni, Baoulé, Yakuba, on met toujours la main dans la même sauce.
Afou Keïta, Nguès Bonsens et le comédien Abbas, des artistes bien aimés de ces femmes, ont partagé avec elles des moments de gaieté. Les populations d'Olo, dans le département de Sinématiali, peuvent désormais se soigner sur place. Le centre de santé vient d'être équipé et c'est un don de la mutuelle de développement économique, social et culturel de Sinématiali. Les précisions de Léon Brou. Du matériel biomédical remis par le préfet de Sinématiali au directeur départemental de la santé pour le centre de santé de Wolo. Ces équipements destinés au renforcement des capacités techniques de l'établissement sanitaire sont un don de la MUDES, Mutuelle pour le développement économique, social et culturel de Sinématiali. Elle les a obtenus de la Fondation Les Amis de Trésorerie pour aider à une meilleure prise en charge médicale des populations. Une partie de ces équipements a été mise à la disposition de l'hôpital de Sinématiali. Sinématiali où la MUDES et la Fondation Les Amis de Trésorerie ont fait don de 300 nattes et de bouilloire à la mosquée centrale. Ce geste hautement apprécié par la communauté musulmane vient renforcer les actions à l'actif de la MUDES depuis sa création en 2008. Il s'agit notamment de réhabilitation d'écoles. Inquiétude des populations des régions du Hambol et du Béquet. Une rumeur fait état d'une épidémie de tuberculose à Katiola. Les responsables du centre antituberculeux de Bouaké jugent l'information non fondée et rassurent les populations, comme nous l'explique Kwadio Kwame. Épidémie de tuberculose à Katiola. Le déplacement vaut la peine pour en savoir un peu plus. Selon les responsables médicaux de la région du Hambol, 2 patients qui souffrent de toux chronique ont été mis en examen et les tests effectués se sont avérés négatifs. Tests supervisés par le médecin-chef du centre antituberculeux de Bouaké et un biotechnologiste. Une épidémie de tuberculose ne peut passer inaperçue à Katiola, ont-ils indiqué. À Bouaké, Dr Yao, médecin-chef du centre antituberculeux de Bouaké, service qui couvre les régions de Béquet et de Hambol, souligne que l'information n'est pas vérifiée. Il n'y a pas d'épidémie de tuberculose à la maison d'arrêt et de correction de Katiola. Dans la ville de Katiola, il y a des cas de tuberculose, mais nous sommes à moins de 20 tuberculeux pour le premier trimestre 2013. C'est tout ce que nous pouvons dire. Elle n'est pas du tout alarmante. Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer. Pas d'épidémie de la maladie causée par le bacille de coque à Katiola. Et ce que vous devez savoir, c'est que la tuberculose se guérit, surtout quand elle est dépistée assez tôt. Le centre antituberculeux de la région du Bélier invite donc les populations du district sanitaire de Yamoussoukro au dépistage volontaire pour une meilleure prise en charge des malades. Le reportage de Ouattara Djenebou dans un commentaire de Kwadio Kwame. La tuberculose est actuellement l'infection la plus fréquente et meurtrière dans les pays en développement. Elle constitue un réel problème de santé publique. En 2009, on a dépisté 23 000 cas de tuberculose, dont 14 000 nouveaux cas Afrotis positifs en Côte d'Ivoire. La région de Yamoussoukro n'échappe pas à ce sombre tableau. En 2011, 68% des malades graves dépistés, dont 12% de décès. En 2012, 667 nouveaux cas ont été enregistrés. La maladie gagne du terrain. Le centre antituberculeux de Yamoussoukro a donc initié une large campagne de sensibilisation sur les dangers de la tuberculose. Au cours de la cérémonie de lancement, les autorités administratives et sanitaires ont exhorté les malades à fréquenter le centre antituberculeux de Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous sommes à même de vaincre la tuberculose. Si quelqu'un est dépisté, alors il peut être guéri de la tuberculose. Au cours de l'année 2012, des résultats encourageants ont été réalisés par les professionnels de la santé de notre région. C'est le lieu de prendre des mesures préventives pour éviter de contracter cette maladie. Docteur Sokolo Etienne et son équipe comptent organiser des séances de dépistage précoce dans les structures sanitaires du district de Yamoussoukro afin de freiner l'élan de cette maladie dans la région. La tuberculose n'est pas aujourd'hui une fatalité. Elle se guérit en 6 mois et le traitement est gratuit. Le centre antituberculeux de Yamoussoukro est ouvert depuis mai 2009 et reçoit en moyenne 200 malades par mois.
C'est une première dans la filière café-cacao. Les agents des directions régionales du Conseil café-cacao sont désormais des fonctionnaires assermentés grâce à ce nouveau statut et devront veiller efficacement au respect du prix du café et du cacao tel que fixé par le gouvernement. Ces fonctionnaires ont prêté serment à Soubré devant les magistrats. Prestation de serment que nous allons suivre avec Jeannette Toubé. Salle d'audience du tribunal de Soubré, à la barre des agents de la délégation régionale du Conseil du café et du cacao. Nous sommes mardi 13 juin. Ce n'est pas une affaire liée à un quelconque délit. Ce jour-là, 17 agents de cette structure prêtaient serment à la salle d'audience devant le juge de section Comté-Souris. Il leur a rappelé leur mission, liée à leur nouveau statut de fonctionnaire assermenté, lequel statut fait d'eux des auxiliaires de justice. 14 auront à charge le contrôle qualité-prix et 3 la prévision récolte. Mission qui, selon Omono Ndakoun, représentante de la directrice générale du Conseil du café et du cacao, doit s'exécuter dans le strict respect de la loi et des textes qui régissent leur profession. Ainsi, ces 17 agents devront-ils rester dignes en ne pratiquant pas le favoritisme, l'escroquerie et la malhonnêteté sur le terrain. Sur le terrain, justement, on attend d'eux qu'ils fassent respecter le prix minimum garanti avec en prime la commercialisation de cacao de bonne qualité. Ce pouvoir des agents de terrain du Conseil café-cacao procède d'un décret pris en 2012. Ce décret stipule en son article 6 que les agents doivent prêter serment avant de constater les infractions et appliquer les sanctions. Nous suivons avec Léon Brou cette tournée d'information initiée par l'Alliance nationale des producteurs de café-cacao en collaboration avec un cabinet d'expertise. Au menu de la tournée, l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives. Des coopératives aux sociétés coopératives, changements et défis, thème de la tournée de l'Alliance nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire à San Pedro, Soubré, Dieucoué, Gagnoa, Divo, Adzopé et Abengourou. Il s'agit d'informer et de former les agriculteurs de ces zones sur l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives en vigueur depuis mai 2013 et ses innovations. Le passage des coopératives aux sociétés coopératives avec 2 catégories, les sociétés coopératives simplifiées et les sociétés coopératives avec conseil d'administration, la reconnaissance de la personnalité juridique à ces groupements sont quelques-uns des points forts. Plus de 400 coopératives ont été instruites sur ces avantages de la nouvelle loi coopérative et le sort des agréments anciennement délivrés. Un soulagement pour les producteurs. Ils ont confié que l'initiative du président de l'Alliance des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire vient mettre fin à leurs inquiétudes. Partout où il s'est rendu avec sa délégation, Nguessan Fulgence a eu le soutien du corps préfectoral, l'ANADER, le ministère de l'Agriculture et le Conseil du café et du cacao. L'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ont signé un accord de partenariat avec un cabinet au profit des étudiants. Cet accord vise la formation et l'emploi des étudiants de l'ESCAE. Le reportage de Kadès Odogo dans un commentaire de Kwadjo Kwame. Le partenariat que vient de signer l'ESCAE de Yamoussoukro avec un cabinet de conseil et d'audit de la place permettra à cette école d'excellence de former avec sérénité ses étudiants. Selon le directeur de la dite école, tout en indiquant que l'école vit une ère nouvelle. L'ESCAE, c'est le départ nouveau, mais surtout, c'est pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire is back au plan même de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais également dire que l'ESCAE montre la voie pour dire qu'il faut aller vers les entreprises. La formation des qualités d'excellence dans une grande école et même dans les universités ne peut s'obtenir que par le biais des partenariats secteur privé-école. Le partenaire de l'ESCAE spécialisé dans l'audit et le conseil entend contribuer aux activités académiques de l'école tout en garantissant des débouchés pour certains étudiants. Le cabinet recrute environ 4 à 6 jeunes diplômés de l'ESCAE. On l'a fait pendant près d'une dizaine d'années. On a souhaité formaliser cet accord
Après 2 jours d'échange avec les étudiants, 5 d'entre eux se sont vus offrir une opportunité de s'intégrer dans le monde de l'emploi grâce à ce partenaire. On y a cru, à un moment donné, on a rencontré des difficultés, mais on croyait quand même qu'on avait de la substance et qu'à un moment donné, on allait nous recruter quelque part. Je pense déjà plus ou moins à la nouvelle vie qui m'attend, c'est de bosser dur pour répondre aux attentes, pour satisfaire la confiance qu'ils ont placée en nous. La direction de l'SKE de Yamoussoukro entend sceller plusieurs partenariats et qui permettront à l'Institut de s'ouvrir sur le monde. À compter de cette semaine, la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation va réorienter ses actions sur le terrain. L'information a été donnée par le porte-parole de cette institution, Franco Kwasi, au cours d'un point de presse, le compte-rendu de Doa Delazer. Après les consultations nationales, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation va entamer bientôt une phase de consultation qualitative dénommée la consultation communautaire. Selon le porte-parole de cette institution, Franck Kwasi Sran, ce mode de sensibilisation à la paix et à la réconciliation devra permettre d'accélérer le processus de consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'entame de la phase qualitative de consultation nationale dédiée au dialogue communautaire nous donne l'occasion d'indiquer aux populations que sur les 6 activités principales fixées au tableau du plan d'action opérationnel de la Commission, 3 ont quasiment été exécutées, en attendant la phase qualitative en cours. Il reste donc 3 autres à mener. Il s'agit 1. Des auditions des victimes immédiatement suivies des enquêtes, 2. Des audiences publiques et 3. De la rédaction en cours suivie de la remise du rapport final au chef de l'État. Cette activité se fera en prélude au lancement de la commission mémoriale présidée par le président de la CDVR pour rassurer et installer définitivement un climat de confiance entre tous les acteurs. Du 28 mai au 16 juin dernier, plus de 300 personnes ont été formées à la technique de prise de déposition ainsi qu'au plan d'accompagnement psychosocial dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Diokwe, Bondoukou, Bouaké et Daloa. Ce projet de formation va s'étendre aux autres localités du pays en vue du renforcement des capacités des commissions locales de la CDVR et des plateformes de société civile qui œuvrent pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le premier congrès des familles se tiendra ici à Abidjan du 5 au 7 juillet. Échanges, enseignements, prières seront au centre de ce congrès qui va surtout tenter de trouver des solutions aux maux qui minent la société et la famille en particulier. Les précisions de Léon Pro. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. C'est autour de ce passage biblique tiré du livre de Josué que va se tenir du 5 au 7 juillet prochain le premier congrès des familles. Il s'agit pour la communauté catholique Mère du Divin Amour et l'association Famille chrétienne d'aider les familles à surmonter les difficultés qu'elles rencontrent. La cellule familiale est en crise. Elle traverse de nombreuses difficultés, des difficultés relationnelles, des difficultés de tout genre. Alors on s'est dit, nous pouvons les aider en les rassemblant, en leur parlant de la part du Seigneur pour qu'elles soient édifiées et qu'elles ne perdent pas espoir. Enseignements et ateliers animés par des personnes ressources pour répondre aux problèmes spécifiques à chaque famille, prières et délivrances sont quelques-unes des activités au menu du premier congrès des familles. Cette rencontre spirituelle ouverte à tous est placée sous l'autorité de Monseigneur Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. Nelson Mandela est dans un état critique à l'hôpital dès l'annonce de l'aggravation de son état de santé hier soir. Les messages et les prières ont commencé à affluer. Maintenant, l'Afrique du Sud s'attend au pire. Son état est devenu critique ces dernières 24 heures. Le terme n'avait jamais été employé jusqu'à présent. Jusqu'ici, on parlait d'un état grave mais stable. Le héros de la lutte contre l'apartheid doit fêter ses 95 ans le 18 juillet prochain. Mais il est victime d'une infection pulmonaire qui le fait souffrir depuis plus de 2 ans et demi et a entraîné son hospitalisation à 4 reprises depuis décembre. Je vous le disais dans les titres, la Coupe d'Afrique des Nations de rugby a commencé hier à Yamoussoukro. 6 pays prennent part à cet important rendez-vous de la balle ovale. La Côte d'Ivoire a gagné la Zambie 77-3. Les explications de Cathy Touré.
Le ministre des Sports Alain Lobognon, l'honorable Akawele représentant le parrain Soro Guillaume ainsi que les autorités du district de Yamoussoukro étaient tous aux côtés de la fédération et des 6 délégations qui animent la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15, zone 1C. Il faut dire que la Côte d'Ivoire attendait ce moment depuis un bon moment. C'est l'occasion pour passer dans le groupe B, pouvoir nous ouvrir les portes à la Coupe du Monde. Je pense que la Côte d'Ivoire a une équipe. Sur le terrain, Côte d'Ivoire-Zambie. Un chipolo-polo restant un chipolo-polo pour les éléphants, les représentants ivoiriens sont sur leur garde. Soudés et déterminés, ils s'offrent les 3 premiers points de la partie. Réponse immédiate des Zambiens sur une action similaire. Agacé par cette égalisation, Yann Laoré entame un sprint sémant adversaires et partenaires pour réussir un essai transformé par Oulouma Jean-Maurice. Le premier d'une série de 10, dont 9 transformés, qui rapportent au total 68 points, ajoutés à 3 pénalités. Résultat des courses, 77-3 pour les éléphants. L'autre rencontre a opposé plutôt le Maroc au Petit Poussé de Niger. Le même score de 77-3 a été infligé aux Nigériens par des Marocains frustrés par leur récente descente dans le groupe C. Le deuxième match de la Côte d'Ivoire sera face à l'île Maurice lors de la 2e journée, mercredi prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Souvenez-vous de toujours aimer. À demain.